Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live sur les 10 secrets de la réussite au CRPE 2021. Je me présente, je suis Anthony, responsable de la préparation objectif CRPE. Et ce soir, pendant ce live qui va durer 1h30 environ, je vais tout vous dire sur le CRPE 2021. On va le voir ensemble, on va parler de la réforme, de l'actualité du concours bien entendu, des choix à faire à l'inscription, les inscriptions qui arrivent bientôt, j'en reparlerai. On parlera bien entendu des épreuves, de la gestion du temps, de l'attitude que vous devez avoir à l'oral. Bref, l'idée c'est de vous donner plein d'informations et bien entendu de conseils pour préparer sereinement et de la meilleure des façons le CRPE 2021. Et bien entendu, je répondrai à toutes vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a également Mélina qui est avec moi en modération et qui pourra du coup répondre aussi à vos questions par écrit. J'en prendrai aussi quelques-unes pour y répondre à l'oral. On va commencer tout de suite avec une petite introduction sur la réforme du concours. Et oui, puisque comme vous le savez certainement, il y a une réforme en cours sur le CRPE. Et qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de cette réforme? C'est assez difficile en ce moment, il y a des rumeurs qui traînent sur les groupes Facebook, sur Internet. Et du coup, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que cette réforme, elle a deux volets. Un premier, c'est sur la formation des enseignants. On sait qu'il y a eu une refonte du master à la rentrée 2020. L'idée c'est de reprendre un peu et de reformer la pré-professionnalisation, donc dès la licence des étudiants qui sont en master MEF et qui vont passer le concours. Et sur la sélection des enseignants, donc sur le concours en lui-même, on sait qu'il y a une réforme qui a été prévue et qui a été annoncée pour 2022. En revanche, ce qu'on ne sait pas encore trop, c'est la nature exacte des épreuves. Tout d'abord, il y a eu des fuites qui nous permettent de dire qu'a priori, il y aurait quand même toujours 2 épreuves d'admissibilité, 2 épreuves d'admission, mais on ne sait pas trop encore si ça sera une épreuve écrite avec français et maths mélangés ou plutôt 3 épreuves écrites. Voilà, pour l'instant, on a encore des doutes là-dessus. Mais a priori, ces épreuves auraient lieu à la fin du M2 et plus à la fin du M1 comme c'est le cas actuellement. Et ce qu'on ne sait pas encore, et c'est pourquoi il y a des rumeurs notamment sur Internet, c'est sur l'après-concours, sur le sort des candidats libres, puisque pour l'instant, rien n'a été dit sur ces candidats libres, donc ce qui concerne le 3e concours ou les personnes, par exemple, qui sont parents de 3 enfants et qui souhaitent passer le premier concours. Donc voilà, pour l'instant, on est encore un peu dans le flou, d'autant qu'avec la situation actuelle, la situation sanitaire, on se demande même s'ils vont aller jusqu'au bout de cette réforme. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu difficile de se situer par rapport à cette réforme. On vous tiendra au courant, en tout cas, un objectif CRPE, sur notre page, sur nos réseaux sociaux, dès qu'il y a des choses qui sortiront. Nos recommandations, en tout cas, c'est que du coup, la réforme, elle n'aura pas lieu en 2021, donc vous pouvez être sûr qu'en 2021, ça sera le même format de concours que les années précédentes et que je vais vous décrire là pendant ce live. Et autre information, c'est que a priori, il faut passer le concours du coup dès cette année. Cette année d'ailleurs, où les dates d'inscription, elles ont été publiées il y a environ un mois. Elles ont été un peu décalées par rapport aux années précédentes. Les inscriptions commenceront donc le 13 octobre, donc dans assez peu de temps, jusqu'au 12 novembre. Et a priori, les dates des écrits, ce serait le 12 et 13 avril. Certaines académies ont déjà publié ces dates. Les dates officielles n'ont pas encore été publiées sur le site officiel devenirenseignant.gouv.fr. Il est noté, il est écrit que les dates des écrits devraient être communiquées au mois de septembre. Malheureusement, on est le 30 septembre et toujours rien. Peut-être que ça sera mis à jour, on l'espère, demain matin. En tout cas, encore une fois, on vous tiendra au courant et on vous préviendra
dès que les informations seront officielles. On vous préviendra donc sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre, hein, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Avant de commencer du coup et de parler des modalités du concours, puisqu'il faut aussi les connaître, hein, les inscriptions approchent, je vais voir dans le chat. Bonsoir Amal, Myriam. Myriam, si tu n'as pas d'image, bon du coup tu ne dois pas m'entendre, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits soucis, à rafraîchir et réactualiser la page. Bonsoir Mathilde, une coquelicot. Les coquelicots, c'était la promotion de l'année dernière. Mathilde, tu as dû avoir le concours, bravo à toi. Stéphanie aussi, une autre coquelicot qui nous fait un petit coucou, c'est sympa. Et bonsoir à tous. Donc encore une fois, hein, je répète, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à publier dans le chat. Aurélia, encore une coquelicot. C'est sympa de vous retrouver un peu. C'est plein d'étudiants qu'on a eu du coup toute l'année, qu'on a pu suivre, qui ont réussi le concours. Donc bravo à tous ces coquelicots qui ont réussi. Les autres, il faut retenter, hein, il faut s'accrocher. Et Marie, oui, c'est bien ça, on parlait un peu rapidement de la réforme. Et Anaïs, donc, le sort des candidats libres, pour l'instant, on n'a pas d'informations, malheureusement, mais on vous tiendra au courant dès qu'on aura des nouvelles. Samrani appréhende déjà les maths. Alors, je parlerai des épreuves tout à l'heure, hein, et je vous donnerai des petits conseils par rapport à chaque épreuve, et notamment les mathématiques. Mais on va commencer tout de suite donc avec les modalités du concours. Les modalités du concours. Amal demande dans le chat le lien pour s'inscrire au concours. Le lien, pour l'instant, il n'existe pas, entre guillemets, puisque l'ouverture des inscriptions au concours, ça sera le 13 octobre à midi, il me semble. Donc, c'est à partir de cette date-là que tu pourras t'inscrire et donc aller sur le site Cyclades. C'est le site pour les inscriptions. Alors, donc, les modalités du concours. Et oui, pour s'inscrire au concours, déjà, vous allez devoir faire 4 choix qui sont assez décisifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va falloir décider quel concours vous allez passer, si vous allez être dans le public ou dans le privé, votre académie et enfin le domaine pour l'épreuve orale numéro 1, l'épreuve de mise en situation professionnelle. Alors tout d'abord, le premier choix, c'est celui du concours. C'est peut-être le plus évident, mais pour certains, peut-être que vous ne savez pas encore quel concours vous allez passer. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, hein, dans le chat si vous hésitez encore ou si vous savez déjà. Mais il faut savoir qu'on parle du concours de recrutement des professeurs des écoles, mais en fait, il y a plusieurs concours en fonction de votre profil. Vous avez tout d'abord le premier concours externe qui, lui, est ouvert aux personnes qui sont détenteurs ou qui sont en cours de détention d'un M1, Master 1. Peu importe le Master d'ailleurs, donc ça concerne à la fois les personnes qui sont en Master MEF, mais également tous les autres masters, vous pouvez vous inscrire au concours. Et il est également ouvert, petite particularité, ce premier concours externe, aux parents de 3 enfants et aux sportifs de haut niveau. C'est 2 petites particularités. Donc pour ces 2 profils-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un Master 1. Le troisième concours externe, ensuite, il est ouvert aux personnes qui ont 5 ans d'expérience professionnelle dans le privé. Ok, on me dit qu'il y a des petits problèmes de son, du coup je vais essayer de bien mettre mon micro pour que tout aille mieux pour vous et pour pas que vous entendiez que le son soit bien. Voilà. Donc, le troisième concours externe, c'est pour les personnes, peut-être que ça vous concerne, qui ont 5 ans d'expérience professionnelle dans le privé. Donc, peu importe cette expérience, il faut pouvoir justifier de ces 5 années. Et donc, ça concerne toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle, par exemple. Vous avez enfin le côté interne, et là vous avez le premier concours interne. Alors lui c'est assez spécifique et je ne pense pas qu'il y en ait dans le chat, mais c'est les personnes qui sont instituteurs titulaires, c'est-à-dire qui ont passé l'ancienne version du concours, hein, qui était à l'EUFM à l'époque, et du coup qui étaient instituteurs. Il faut donc avoir 3 ans d'expérience en tant qu'instituteur pour passer ce premier concours interne. Et vous avez enfin le second concours interne qui lui est ouvert
notamment aux personnes qui sont en reconversion professionnelle, mais qui ont travaillé dans le public. Donc, par exemple, si vous étiez infirmier ou infirmière, il faut avoir cependant 3 ans d'expérience et également un niveau licence. J'espère que tout est clair. Je regarde rapidement le chat si vous avez des questions. Pauline, le CRPE tombe quel jour cette année? Alors les écrits, a priori, ça sera le 12 et 13, mais l'information n'est pas encore officielle, 12 et 13 avril, donc un lundi et un mardi comme d'habitude, lundi après-midi, mardi matin pour les épreuves, d'abord français puis mathématiques, mais on vous confirmera ça très, très rapidement. Normalement, les dates devaient être communiquées au mois de septembre. On est le 30 septembre, donc on espère que ça sera très vite quand même publié. Alors Delphine, est-ce que les contrats étrangers sont pris en compte pour le 3e concours? Question donc de Delphine dans le chat. Il me semble que oui, mais si vous avez le moindre doute par rapport à votre inscription et par rapport à vos justificatifs d'inscription à tel ou tel concours, n'hésitez pas à contacter le service concours de votre académie. Il saura vous répondre et vous dire si vous êtes éligible, notamment par rapport aux années qui ont été faites dans le privé mais à l'étranger. Et oui, Gaël, c'est bien ça, hein, les fiches de paie peuvent suffire pour justifier les années. Vous devez effectivement donner des fiches de paie ou des contrats de travail qui prouvent que vous avez bien 5 ans d'expérience. Nelly également pose la question, je suis contractuelle dans le second degré, est-ce possible de passer le second concours interne? Alors Nelly, ce qui est important, c'est de savoir si en tant que contractuel, tu as un contrat qui est considéré comme un contrat dans le public ou dans le privé. Et du coup, en fonction de ça, si c'est un contrat privé, dans ce cas-là, tu devras passer, il faudra que tu aies 5 ans d'expérience et tu pourras passer le 3e concours externe. Si tu es considéré comme travaillant dans le public, ça sera 3 ans qu'il faudra justifier et un niveau licence pour passer le second concours interne. Voilà pour donc le fameux choix du concours et maintenant il faut aussi faire un deuxième choix qui est celui du public ou du privé. Alors, quelle est la différence entre le public et le privé? Il faut savoir que c'est le même concours, le même jury. Simplement, ce qui diffère, c'est le nombre de places. Et du coup, le taux de réussite est également différent d'un concours à un autre, qu'on choisisse public ou privé. Par exemple, là, vous avez les chiffres de 2019. C'était 27% de taux d'admission dans le privé contre 31, un peu plus de 31% dans le public. Donc vous voyez que dans le public, généralement, il y a un peu plus de places offertes et du coup, le taux de réussite est un peu plus élevé. Pour le privé, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour être titularisé, il faut obtenir l'accord d'un chef d'établissement. C'est ce qu'on appelle le préaccord collégial. Donc, une fois que vous êtes inscrit dans le privé, il va falloir faire en fait un entretien avec des chefs d'établissement dans le privé pour avoir ce préaccord afin d'être sûr que si vous avez le concours dans le privé, ce chef d'établissement veuille bien vous embaucher. Et puis ensuite, la différence, c'est, vous voyez aussi la différence entre le public et le privé. Le privé, je crois que dans 95% des cas, c'est aussi religieux. On parle du privé sous contrat, sous contrat avec l'État. Donc c'est très souvent religieux, donc il y a aussi ça à prendre en compte dans votre choix du public ou du privé. Dites-moi dans le chat si vous êtes plus, vous vous orientez plutôt dans le public ou dans le privé. Amal, par exemple, demande si elle peut s'inscrire en candidat libre dans le privé, sachant qu'elle a une expérience d'1 an dans le premier degré, dans le privé. Oui, Amal, tout à fait. J'imagine que ton expérience de 1 an, tu l'as eue en tant que contractuel dans le privé et que tu n'avais pas déjà passé le concours. Donc, tu peux tout à fait si parallèlement à ça, tu as 5 ans d'expérience dans le privé, tu peux tout à fait passer le 3e concours.
Alors ça, c'est la question que beaucoup de candidats se posent et c'est la question là dans le chat de Léa, mais peut-être que c'est votre cas également. Léa est maman de 4 enfants, elle a 20 ans d'expérience dans le privé, d'expérience professionnelle et du coup, que vaut-il mieux choisir entre le premier concours externe et le troisième concours? C'est toujours la question et malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut, Léa, je pense que premièrement, tu te concentres et tu regardes, tu analyses les chiffres, les statistiques des années précédentes. Les statistiques, les taux de réussite diffèrent entre le premier concours et le troisième concours. Souvent, le taux de réussite est un peu plus élevé dans le premier concours externe, tout simplement, enfin notamment parce qu'il y a un peu plus de postes offerts que dans le troisième concours. Et deuxième chose à savoir, c'est que par rapport à la reprise de l'ancienneté, vous avez la possibilité d'avoir une reprise d'ancienneté de votre ancienneté dans le privé si vous passez le troisième concours externe, alors que si vous passez le premier concours externe, alors il n'y aura pas de reprise d'ancienneté. Voilà, ça c'est en gros les deux différences et ce qui pourrait orienter votre choix entre le premier concours et le troisième concours externe. Gaël va passer le privé, donc voilà, c'est ça, comme je l'ai dit, hein, ça reste un choix personnel. Léa aussi privé, alors que Geoff ce serait plutôt le public comme Nelly ou Rania. Voilà, vous avez, c'est important de savoir les différences, de les connaître pour pouvoir faire votre propre choix. Audrey, même question, Master 2, expérience professionnelle supérieure à 5 ans, du coup quel concours? Voilà, j'ai essayé de vous donner mes petits conseils Audrey, mais ça reste un choix que vous ferez, un choix personnel entre guillemets. Alors, troisième choix à faire, ou plutôt, voilà, une petite slide juste avant pour vous montrer aussi qu'il y a beaucoup plus de postes dans le public que dans le privé. Hein. En 2020, par exemple, c'était plus de 12 000 postes dans le public, alors qu'il y en avait seulement un peu plus de 1000 dans le privé. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait la différence dans les statistiques. Troisième choix donc, c'est le choix de l'académie. Et ça, c'est un choix qui est vraiment décisif et engageant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les différences entre les académies, première différence, c'est les taux de réussite qui sont très variables hein, d'une académie à une autre. Je ne vais pas vous mentir. En 2019, et il suffit de regarder les chiffres, en Corse, par exemple, à Rennes, pardon, vous aviez 10% seulement d'admis, donc c'est assez peu. Là, je parle du premier concours externe. Et du côté de Créteil, on avait 67% d'admis. Donc vous voyez qu'il y a des grosses différences et ça vient notamment, hein, principalement, de la différence de postes qui sont offerts d'une académie à une autre. À Créteil, il y a beaucoup de besoins de recruter des professeurs des écoles et du coup, eh bien, il y a même quasiment pas assez de candidats. C'est pour ça qu'il y a des concours supplémentaires, j'y reviendrai. Mais voilà, c'est ça la grosse différence, notamment entre les académies. Et ce qu'il faut savoir également sur ce choix d'académie, c'est que c'est un choix engageant dans le sens où vous allez devoir ensuite passer le concours dans l'académie et surtout être professeur des écoles stagiaires, puis professeur des écoles titulaires dans cette académie et parfois vous allez devoir rester 10 voire 15 ans dans cette académie avant de pouvoir changer de département ou plutôt changer d'académie. Donc attention à ça, c'est vraiment engageant. Donc je vois très bien votre stratégie de se dire ok, je vais le passer à Créteil, il y a beaucoup plus d'admis et je vais pouvoir ensuite tranquillement déménager et me faire muter à Rennes par exemple où c'est beaucoup plus dur. Eh bien ça ne se passe pas comme ça puisque tout ce système de mutation, vous allez faire des demandes mais très souvent il faut avoir plusieurs années d'expérience, parfois 10-12 ans avant d'être éligible en tout cas, enfin d'être dans la liste pour pouvoir changer d'académie. Petit conseil pour ceux qui hésitent encore entre deux académies, 2 ou 3 académies peut-être, c'est de vous inscrire dans quelques
quelques jours de vous inscrire dans plusieurs académies. Mais ensuite, il faudra faire un choix puisque très souvent, enfin en tout cas ça a été le cas avant 2020, hein, tous les écrits sont dans la même date, à la même date pour toutes les académies. Et du coup, vous ne pourrez pas vous présenter dans 2 académies différentes le même jour. Et donc, le fait de pouvoir vous inscrire dans plusieurs académies, eh bien, ça vous permettra d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir et pour savoir ensuite, pour prendre votre décision et savoir dans quelle académie vous vous présentez. Voici quelques chiffres. Pour avoir tous les chiffres, hein, c'est sur devenirenseignant.gouv.fr. Vous pouvez taper ça dans les barres de recherche statistiques CRPE. Et là, donc, vous avez quelques chiffres pour vous donner une idée. Les académies les plus sélectives, tout d'abord. Donc, vous avez Rennes, Montpellier, Bordeaux, par exemple, pour le premier concours externe. Sur le 3e concours, on retrouve Rennes, mais il y a également Lille, Orléans, Tours. Et puis, pour les moins sélectives, donc on a parlé, c'est très souvent les académies de la région parisienne, Créteil, Versailles et Paris. Et puis sur le 3e concours, vous avez la Corse par exemple, qui est une des académies où c'est le plus facile bizarrement, hein, dans le 3e concours en tout cas, d'être admis. Les sessions supplémentaires, donc j'en ai rapidement parlé, mais il faut savoir qu'elles existent et que vous pouvez vous y inscrire. Les inscriptions sont un peu décalées, ça sera seulement les années précédentes, c'était en février-mars. Depuis 2015, ce concours existe à Créteil et depuis 2018 à Versailles, et ça permet en fait, de compléter le recrutement, puisque la première session ne suffit pas pour recruter assez de professeurs des écoles. Les besoins de recrutement sont assez énormes en Créteil et Versailles. Forcément, la densité est très importante. Et du coup, voilà, il y a ce concours supplémentaire. Les épreuves sont exactement les mêmes, hein. Et c'est sur des sujets par contre différents et à des dates un peu différentes. Généralement, c'est quelques semaines après les écrits du concours normal. Je regarde rapidement vos questions dans le chat. J'ai un titre professionnel RNCP niveau 6. Est-ce que c'est équivalent à un Master 1? Alors, malheureusement, je pourrais pas te renseigner. Je connais pas exactement les équivalences par rapport à ce titre professionnel. Donc, malheureusement, je vais pas pouvoir t'aider. Encore une fois, hein, si vous avez des questions par rapport à une éligibilité ou une justification de concours, eh bien, n'hésitez pas à contacter le service concours de votre académie qui saura vous orienter ou vous renseigner. Existe-t-il un concours interne pour professeurs des écoles souhaitant changer d'académie sans passer par la case mutation et sans démissionner? J'ai entendu parler du premier concours interne. Alors, je ne sais pas qui pose la question. Je vais regarder rapidement. Alors, bon, peu importe. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas malheureusement de concours pour pouvoir changer d'académie. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a 2 solutions. Soit tu démissionnes et du coup, tu repasses le concours dans une autre académie. Comme tu le proposais, mais malheureusement, le premier concours interne, ça concerne seulement les personnes qui ont passé l'ancienne version du CRPE quand il n'y avait pas d'INSPE mais des IUFM et qu'on ne parlait pas de professeurs des écoles mais d'instituteurs. Et du coup, c'est pour ces personnes-là qu'il y a ce premier concours interne. Après, il y a très peu de postes, il y a seulement quelques académies, je crois, hein, qui proposent encore des postes pour ce premier concours interne. Et donc, c'est vraiment pour les instituteurs, pour changer de statut entre instituteurs et professeurs des écoles. Mais du coup, malheureusement, pour toi, a priori, qui est déjà professeur des écoles, effectivement, la seule solution, entre guillemets, donc c'est Chloé qui me pose la question. Eh bien, malheureusement, effectivement, la seule solution, c'est
d'essayer d'être muté, mais du coup c'est un système de points. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, etc., ça vous donne un système de points plus le nombre d'années depuis le début en tant que professeur titulaire, professeur des écoles titulaires. Et puis sinon, malheureusement, ça sera effectivement la démission pour repasser le concours. Voilà pour les questions. Sinon, je crois que tout a été traité par Mélina. Là, je vois une question de Laetitia. Peut-on passer le concours et l'épreuve supplémentaire dans la même académie? Oui, Laetitia. Du coup, le concours supplémentaire, hein, ça concerne seulement les académies de Créteil et Versailles, mais il est tout à fait possible de vous inscrire au CRPE normal sur Créteil ou sur Versailles et de passer en plus le concours supplémentaire. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur le supplémentaire tout en étant inscrit sur le concours normal dans n'importe quelle académie d'ailleurs. Et effectivement, comme le dit Mélina dans le chat, et suite à une question de Laure, les sessions supplémentaires sont réservées effectivement au premier concours externe. J'ai oublié de le préciser ici. Et oui, Chloé, malheureusement, les mutations, c'est compliqué quand notamment, toi, ton cas, du coup, c'est que tu es à Versailles et ça doit pas être toujours évident, effectivement. C'est aussi pour ça que le choix de l'académie est important, forcément. Alors Clément, si je passe le concours, puis-je devenir professeur en télétravail à temps plein? J'ai peur de voir des élèves en face à cause du Covid, de la Covid même. Alors Clément, malheureusement, il n'y a pas encore de poste de professeur des écoles en télétravail. Il y a eu pendant le confinement notamment hein, les professeurs qui ont travaillé depuis chez eux en essayant de faire des choses à distance grâce au numérique par exemple. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de poste en télétravail et vous devrez, si vous réussissez le concours, être en classe, hein, à part si un nouveau confinement arrive forcément. Je continue la présentation avec le choix décisif numéro 4 qui est celui du domaine. Cette fameuse épreuve de mise en situation professionnelle qui peut faire un peu peur, c'est une épreuve orale, hein, mais pour laquelle vous allez devoir rédiger un dossier. J'y reviendrai quand je parlerai des épreuves, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Lors de l'inscription, on va vous demander de faire déjà un choix par rapport au domaine que vous allez prendre pour rédiger votre dossier. On n'oublie pas hein, pour les inscriptions, les attestations de secourisme et de natation, c'est deux documents que vous devez fournir pour votre inscription. Alors non, vous ne devez pas les fournir quand vous vous inscrivez, mais vous devrez pendant l'année justifier donc en tout cas prouver grâce à 2 attestations, donc une attestation de secourisme, PSC1 ou équivalent, et une attestation de 50 mètres de natation, un brevet de natation de 50 mètres, qui seront donc à déposer sur le site d'inscription Cyclades et il faudra faire attention à bien respecter les dates. Ici, vous avez l'exemple du site Cyclades en 2019. En fait, on va vous donner des fenêtres, des dates où vous allez pouvoir télécharger tous vos justificatifs ou vos attestations. Et donc là, vous avez l'exemple de l'Académie Paris en 2019 où vous deviez mettre donc ces attestations de qualification en natation et de secourisme du 14 mai au 22 mai. Donc voilà, c'était une fenêtre assez petite, hein, seulement 7 jours. Donc il faut vraiment bien respecter ces dates. Donc mon conseil, c'est une fois que vous serez inscrit, d'aller tout de suite voir les dates qui sont indiquées pour pouvoir télécharger vos justificatifs ou vos attestations. Pour ce qui est de l'inscription, j'animerai moi-même un live dans quelques jours, au début en fait des inscriptions, hein, le 13 octobre prochain à 19 h. Vous pourrez suivre toujours sur notre page Objectif CRPE un live sur
tout savoir pour comprendre et comprendre et savoir comment on s'inscrit sur le site Cyclades. Je répondrai également à vos questions. Donc, ça sera le 13 octobre à 19 h. N'hésitez pas à vous inscrire. Peut-être que Mélina pourra mettre dans le chat le lien pour s'inscrire à cet événement, donc le 13 octobre. Et pour rappel, hein, les dates d'inscription pour le CRPE 2021, il ne faudra pas rater non plus, c'est 13 octobre jusqu'au 12 novembre, 17 h. Voilà pour tout ce qui est de l'inscription. Je vais regarder rapidement s'il y a des questions dans le chat. A priori, Mélina s'en sort et répond à toutes vos questions. Élise demande si on est interrogé sur les autres matières pendant les oraux, hormis la matière choisie pour l'oral numéro 1, donc de mise en situation professionnelle. Alors, il est très rare que le jury vienne à vous poser des questions sur d'autres domaines que celui que vous avez choisi. Mais c'est possible, donc il faudra se préparer et pas être trop étonné si le jour J, on vous pose des questions sur un autre domaine. Mais généralement, ils vont se contenter de vous poser des questions sur le domaine que vous aurez choisi, sur tout ce qui est votre dossier, votre partie pédagogique, notamment toute votre séquence pédagogique que vous aurez développée. J'y reviendrai hein, sur l'épreuve de mise en situation professionnelle. Alors Amal, tu as plein de questions, notamment sur les épreuves, combien de temps ça dure, etc. Je vais y venir Amal. Je fais juste une petite aparté très rapide sur Objectif CRPE. Je suis donc responsable de cette préparation. C'est une préparation qui est, il faut le savoir, 100% à distance. Donc ça vous permet depuis chez vous de préparer le concours, mais ça ne veut pas dire qu'on est loin de vous pour autant, puisqu'en fait on a un système de cours en live, un peu comme là, on est en live, sauf que ça sera un professeur qui pourra échanger avec vous, répondre à vos questions dans le chat, un peu comme ici. L'idée, c'est grâce à ces cours qui sont ensuite disponibles en replay, hein, ils sont à une heure donnée, un jour donné, mais vous avez ensuite la possibilité de regarder ces cours quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, jusqu'aux épreuves. Vous avez également des entraînements qui sont les plus proches possibles forcément hein, du concours. Vous aurez 4 concours blancs, vous aurez des oraux blancs et vous avez toute une communauté, un groupe Facebook avec tous les inscrits ça permet aussi de discuter entre vous, échanger. C'est important de ne pas être seul pour ce concours, j'y reviendrai également. Vous avez des cours de méthodologie de travail, de gestion du stress, des lives toutes les semaines. C'est pour ça que je dis qu'on sera aussi toujours assez proche de vous, puisque toutes les semaines, on se retrouve un peu comme là, en live. On discute, on échange, on parle du concours, de l'actualité. On essaie de vous rassurer aussi. On vous donne des méthodes de travail. On vous rassure, on vous remotive et on vous donne toutes les connaissances nécessaires pour avoir le concours. Et c'est peut-être là le plus important, avec des remises à niveau en français et en maths, des modules de cours, donc je l'ai dit, en live puis disponible en replay dans toutes les matières, ce qui permet aussi de vous organiser comme vous le souhaitez si vous avez peut-être une vie professionnelle ou une vie familiale à côté de la préparation. Et puis donc les entraînements, j'en ai parlé, un tutorat pour le dossier, le fameux dossier de mise en situation professionnelle. Je vais en parler juste après. Et donc, on parle des épreuves pour répondre à Amal qui se pose plein de questions sur les épreuves. Les épreuves, il y en a 4 en tout, 2 épreuves écrites d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission. Donc, pour passer les 2 épreuves orales d'admission, il va falloir d'abord faire les 2 épreuves écrites et surtout être admissible du coup, donc faire partie des meilleurs sur ces 2 épreuves écrites. Tu parlais du temps, Amal. Donc, pour répondre à ta question, les 2 épreuves écrites, c'est 4 heures chacune. Donc, vous voyez que c'est des grosses épreuves, même si vous verrez aussi que ça passe très, très rapidement. Et pour les épreuves orales, la mise en situation professionnelle, c'est un oral d'1 heure. Et du côté de l'entretien à partir d'un dossier, c'est son nom, donc c'est ce qui concerne les matières EPS et CSE. Là, c'est une épreuve assez longue, encore plus longue, puisque c'est 3 heures de préparation, puis 1 heure et quart d'entretien avec le jury. Donc, vous voyez que c'est assez grand. Vous allez enchaîner en fait EPS puis CSE. Donc ça, c'est niveau timing. Et niveau points, eh bien, vous voyez que français et maths, c'est 40 points.
Le dossier, donc mise en situation professionnelle, 60 points. Et enfin, l'oral de PS et CSE, c'est 100 points en tout. Donc, ce qu'on peut constater d'ores et déjà quand on voit tous ces chiffres, c'est que l'oral compte pour 2/3 de la note finale. Donc, c'est vraiment une grosse part. Donc, il ne faudra pas négliger ça quand vous allez tout au long de l'année de préparation, de l'année de cette année. Autre statistique, c'est qu'il y a 107 points sur les 240 qui sont seulement sur des phases d'entretien. C'est-à-dire que là, le jury va vraiment essayer de vous connaître, de savoir qui vous êtes. C'est un peu, on peut assimiler ça à un entretien d'embauche. Les personnes qui sont en face de vous, je ne sais pas si vous le savez, ce sont très souvent des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs. Et du coup, ce jury-là, il va essayer de savoir si vous êtes déjà apte pour pouvoir travailler avec eux en tant que professeur des écoles, quelques mois après seulement avoir passé le concours. Donc, on va voir une par une toutes les épreuves, en commençant par l'épreuve de français. Première épreuve écrite, qui est donc, je le répète, 4 heures, 40 points et 3 parties. Première partie, analyse de texte. Vous allez être confronté à 3 ou 4 textes, ça dépend des années et des sujets. Et sur ces 3 ou 4 textes, vous allez avoir aussi un thème. L'année dernière, il y a eu un thème ou les autres années, je ne sais plus, sur l'argent, il y a eu l'éducation des filles. Voilà, ça peut être un thème. Et le but pour vous, c'est de faire une analyse en essayant de donner les différents points de vue partagés dans les différents textes. Ça peut être des textes de romans, ça peut être des pièces de théâtre, ou ça peut être aussi des articles de presse, par exemple. La deuxième partie ensuite, c'est étude de la langue. Donc ça, c'est tout ce qui est grammaire. Et donc là, vous allez avoir différentes questions. Souvent, ils utilisent les textes de la première partie pour que vous puissiez, pour qu'ils vous posent des questions de grammaire, relever les verbes, expliquer les temps. Ça peut être de l'orthographe, ça peut être il y a plein de choses dans la grammaire. Cette deuxième partie, elle est sur 11 points, comme la première partie. Et enfin, vous avez une troisième partie qui, elle, est sur 13 points. Donc, c'est la plus importante, en tout cas en français. Et c'est la didactique. Alors, qu'est-ce que la didactique? Pour ceux qui ne connaissent pas, la didactique, c'est la partie de l'épreuve où on va vraiment vous mettre dans la peau d'un professeur des écoles. Et on va essayer de voir si vous êtes déjà capable d'avoir une réflexion par rapport à ça peut être plusieurs documents, mais ça peut être de faire une analyse d'erreurs d'élèves, ça peut être une analyse de documents d'enseignement. Et le but, c'est de pouvoir vraiment vous mettre dans la peau d'un professeur. Et du coup, il va falloir, par exemple, connaître assez bien les programmes et connaître les attendus de fin de cycle pour chaque niveau, afin de répondre. Très souvent, il y a au moins une des questions qui concerne les programmes. Petit conseil donc de méthode, la priorité pour cette épreuve, même si 4 heures c'est assez long, en fait c'est très court, puisque une analyse de texte, ça peut se faire en 1 heure, ça peut se faire en 2 heures, ça peut se faire en 10 heures. Et le but pour vous, donc, ça va être d'être assez rapide et de terminer l'analyse en 1h30, 1h45 maximum, pour que vous ayez ensuite le temps pour la partie grammaire, 30 à 45 minutes, et d'avoir aussi assez de temps pour répondre à toutes les questions de la partie 3 didactique. Et il faudra faire, bien entendu, attention à la relecture. Pourquoi? Parce que vous avez 5 points dans le barème. Je répète, première partie 11 points, deuxième partie 11 points, troisième partie 13 points. Il reste donc, si vous calculez bien, 5 points. Et 5 points, c'est l'expression qu'on va aussi évaluer. Donc, on va à la fois essayer de voir si vous ne faites pas trop de fautes d'orthographe, si votre syntaxe est bonne. Et bien entendu, il y a le principe de la double peine. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait, par exemple, dans l'analyse de texte, s'il y a des phrases
que vous rédigez pas très bien et du coup on comprend pas trop où vous voulez en venir, vous n'allez pas avoir les points par rapport à l'analyse et en plus, vu que la syntaxe est pas très bonne, eh bien vous allez avoir des points retirés sur les 5 points qui sont dédiés à l'expression. Donc vraiment attention, si vous avez des petits soucis par rapport à votre syntaxe ou si vous faites souvent des fautes d'orthographe, il va vraiment falloir au maximum progresser et s'entraîner pour éviter ça. Du côté de notre préparation, donc vous aurez un kit de démarrage, des remises à niveau en grammaire pour vraiment faire le tour du programme. Et ensuite, eh bien, vous avez des cours en live disponibles ensuite en replay qui vont concerner l'analyse, méthodologie pour cette partie 1, des cours encore de grammaire pour toujours continuer. La grammaire, c'est beaucoup d'entraînement. Et bien entendu, des cours de didactique pour encore une fois essayer de faire le tour du programme et être prêt pour tous les thèmes qui tomberont le jour J. Et du côté des entraînements, eh bien, vous aurez 4 concours blancs, un peu comme en maths, 4 concours blancs sur des sujets inédits, avec des séminaires de correction. Et notre particularité, c'est que votre copie que vous enverrez en format PDF, on est à distance, vous la téléchargez et puis vous recevrez une vidéo correction personnalisée, c'est-à-dire que vous aurez une petite vidéo de 30 minutes en moyenne, dans laquelle le correcteur, des correcteurs qui travaillent avec nous, qui connaissent très bien le concours, vont vous faire plein de conseils, des retours sur votre copie, vont analyser votre copie pour vous faire un maximum de retours et vous donner un maximum de conseils. Avant de passer aux mathématiques, je regarde s'il y a des questions. Bonne question, malgré le fait que vous... Je ne sais pas qui a posé cette question du coup. Mélina, si tu peux mettre les prénoms. Ah, mais je crois que c'est Delphine. Question bête, mais non, il n'y a pas de question bête. Et puis en plus, ta question, elle n'est pas du tout bête, Delphine. Faut-il écrire en cursive ou est-ce qu'on peut écrire comme on en a l'habitude? Alors, c'est une bonne question, même, je dirais. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand vous allez rédiger, les personnes qui vont corriger, donc il y aura un binôme de correcteurs qui vont corriger vos copies. Très souvent, il y a un conseiller pédagogique et un professeur du secondaire en mathématiques ou en français. Et du coup, quand le conseiller pédagogique va voir votre copie, si vous n'écrivez pas en cursive, c'est-à-dire en lettres attachées, eh bien, il va se dire, conseiller pédagogique, il va se projeter déjà comme s'il va vous accompagner en classe à la rentrée prochaine, et il va se dire, ça va être compliqué pour cette personne, puisque à la rentrée, quand vous êtes devant une classe, vous allez devoir apprendre aux élèves. Ça dépend des niveaux, mais généralement CP, CE1, vous allez apprendre aux élèves à écrire et quand on apprend à écrire, eh bien c'est en cursive. Et donc il faut tout de suite, si possible, essayer de vous entraîner, ça sera toujours mieux, d'écrire en cursive, en lettres attachées. Et si vous n'avez vraiment pas l'habitude, eh bien essayez de vous entraîner. Il existe des cahiers d'entraînement par exemple. Faites-vous des petits entraînements comme ça pour que vous puissiez écrire de façon convenable pour le concours. Alors Flo demande, est-ce que vous aurez dans la formation des cartes mentales pour bien retenir tous les programmes? Alors Flo, effectivement, les programmes, ça fait peur et c'est normal, c'est énorme tout ce qu'il y a à savoir, mais ce qui est rassurant aussi, c'est que vous ne devez pas tout connaître par cœur, c'est pas le but des programmes. Et du coup, par rapport à ta question, par rapport à notre préparation, il y aura effectivement des documents qui vous permettent de synthétiser et de savoir ce qu'il faut vraiment connaître, c'est-à-dire très souvent les attendus de fin de cycle notamment ou à la fin des niveaux. Mais voilà, ça sera, on vous accompagne aussi. Il y a un cours dédié sur les programmes et le thème des programmes revient un peu dans tous les cours, surtout en didactique bien entendu, et aussi en mise en situation professionnelle par exemple. Elodie, effectivement, qui a peur d'avoir beaucoup de choses à rattraper. Si vous inscrivez maintenant, par exemple, chez nous, effectivement, il y a des cours qui ont déjà eu lieu, mais comme le dit Marie, tout est en replay, donc vous aurez tout à disposition. Et puis ensuite, l'idée du retard, c'est vraiment
c'est vous qui vous mettez ce retard-là. Vous ne serez pas en retard si vous trouvez une bonne organisation, une bonne méthode de travail qui vous permet de voir tous les lives et tous les cours, tout ce qui est nécessaire de savoir et connaître pour le concours. Alors, Élise, je viens de voir passer une réponse disant que les inscriptions sur la préparation annuelle étaient possibles jusqu'à mi-octobre. Alors ça, pareil, j'y reviendrai un peu sur les inscriptions chez nous. Et apparemment, tu as dit par mail que tu pouvais t'inscrire plus tard. Alors, tu pourras peut-être t'inscrire plus tard, mais on va certainement passer ensuite à une préparation accélérée dans laquelle il y aura un peu moins d'entraînement. Et c'est pour ça que sur la préparation annuelle, effectivement, il reste encore quelques semaines, je pense, 2 à 3 semaines avant qu'effectivement on clôture pour cette année la préparation annuelle et qu'on passe à la préparation accélérée. Question aussi de l'Opra qui revient tous les ans, bien entendu, la fameuse question des stylos. Quel stylo utiliser le jour du concours? Stylo bille ou à encre? Ça, c'est... A priori, il est quand même préférable de prendre un stylo bille, puisque le stylo à encre, ça peut s'effacer, ça peut baver aussi de temps en temps. Donc le stylo à bille, il y a moins ce risque-là. Et puis par contre, il faudra du coup effacer. Enfin, si vous faites une erreur, eh bien barrer proprement et pourquoi pas utiliser du Blanco par exemple. Sam Rani, je suis nul en maths et je crois au Père Noël. Alors Sam Rani, du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur les mathématiques et j'aimerais te rassurer sur les mathématiques. Chaque année, on a des personnes qui s'inscrivent chez nous et pour qui les mathématiques sont vraiment leur bête noire. Et je peux te dire, Samrina, si tu crois au Père Noël, tant mieux parce que il faudra croire en Louis, notre professeur de mathématiques, qui va te faire aimer les mathématiques. Ou en tout cas, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il va t'aider, t'accompagner et te faire comprendre ce qu'on attend de toi pour l'épreuve et te faire comprendre les mathématiques tout simplement. J'ai pas là tous les témoignages, mais vraiment, il parle de magicien. Bien, c'est un grand mot, mais c'est vrai que on peut, les mathématiques, vous pouvez ne pas aimer ça, mais on peut vous faire comprendre ce que c'est que, une fraction, ce que c'est qu'une équation. Et ça, c'est Louis, le professeur de mathématiques, donc qui pourra s'en charger. Donc sur l'épreuve de mathématiques en elle-même, elle est en 3 parties également, comme en français. La répartition des points est un peu différente. La première partie, c'est le problème. C'est une série de questions sur un peu un même thème, en différentes parties souvent, et elle est sur 13 points. La deuxième partie sont plein d'exercices indépendants cette fois, des vrais-faux ou des questions où vous devrez justifier souvent vos réponses. Cette deuxième partie est également sur 13 points. Et enfin, la troisième partie, comme en français, c'est une partie didactique où, encore une fois, on va vous demander de vous mettre dans la peau du professeur cette fois dans la matière mathématique, avec soit analyser des erreurs d'élèves ou analyser des supports d'enseignement. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le même principe, mais en mathématiques. Et cette dernière partie, elle est sur 14 points. C'est donc sur le programme du collège, donc tu vois que ce n'est rien, Samrina, que ce n'est rien d'insurmontable, hein, le programme du collège, de 3e. On ne va pas parler de choses trop compliquées non plus. Et j'ai oublié de préciser qu'il y a jusqu'à 5 points qui sont retirés pour sanctionner l'orthographe ou la syntaxe. Donc c'est pas compris dans le barème, mais si le jury, le correcteur voit que vous faites plein de fautes ou autre, il pourra vous retirer sur les 40 points jusqu'à 5 points. Et il faut savoir qu'en moyenne, il y a 2 points qui sont retirés par copie à cause de l'orthographe ou de la syntaxe. Donc c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de se relire pour éviter ces petites fautes d'orthographe qui pourraient vous pénaliser. 2 points, ça paraît être rien du tout, mais parfois l'admissibilité ou l'admission se joue sur un quart de point. Donc voilà, il faudra aller chercher ces points-là. Et encore une fois, un principe de la double peine, si on ne comprend pas ce que vous dites à une réponse, on ne vous donnera pas les points. Et en plus, ça vous fera des points retirés potentiellement sur ce thème de la syntaxe.
Et enfin, donc sur la calculatrice qui est autorisée, mais qu'il ne faudra pas utiliser trop parce que ça peut vous faire perdre du temps aussi. Donc il faudra aussi vous entraîner à faire des petits calculs mentaux. Du côté de notre préparation, une remise à niveau pour vraiment revoir les bases. Donc Samrina, vraiment, si tu t'inscris chez nous et que tu as peur des mathématiques, la remise à niveau est vraiment là pour reprendre les bases avant d'attaquer le programme de 3e qui sera qui fera l'objet donc une vingtaine de cours en live, une vingtaine qui comprend à la fois la didactique et les mathématiques pour les parties 1 et 2. Et du côté des entraînements, vous allez avoir, encore une fois, comme en français, 4 concours blancs et des vidéos corrections personnalisées pour chacun de ces concours blancs. On arrive à ce fameux dossier dont j'ai déjà parlé un petit peu. Je regarde rapidement si vous avez d'autres questions. Ah, Stéphanie, voilà. Ça, je dis pas n'importe quoi. Stéphanie est inscrite depuis 2 semaines. Louis est un peu un Père Noël, donc tant mieux si vous croyez en Louis et donc au Père Noël et qu'il vous apporte plein de beaux cadeaux, non pas pour Noël directement, mais pour le concours, puisque du coup il va vraiment vous donner tout ce qu'il faut savoir, toutes les compétences à acquérir vraiment pour le concours. Elodie, est-il prévu nous aider à faire notre dossier de mise en situation professionnelle? Alors oui, Elodie. Et du coup, je vais en profiter pour enchaîner avec le dossier. Juste avant, du coup, Samrani pour l'orthographe, je suis inscrit au programme Voltaire. Est-ce que ça aide? Oui, Samrani, ça t'aidera certainement si tu fais encore des fautes en orthographe. Eh bien, effectivement, des programmes comme le Voltaire pourra toujours t'aider. Si vous avez des difficultés, vous connaissez vos difficultés déjà. Si pour toi, Samrani, c'est un peu l'orthographe, eh bien, peu importe ce que vous utilisez ensuite, mais il faut que vous puissiez le travailler et progresser vraiment jusqu'au concours. Alors Marie, faut-il savoir les programmes et compétences attendus jusqu'en 3e pour le concours ou seulement des questions sur les programmes du cycle 1, 2 et 3 pourront tomber? Alors non, pour le concours, c'est seulement cycle 1, 2 et 3, en sachant que le cycle 3, c'est CM1, CM2 et 6e maintenant. Alors vous ne pourrez pas, à part en classe de SECPA, il me semble, être professeur des écoles en 6e, mais il faut savoir que le cycle 3 inclut maintenant dans les nouveaux programmes la 6e, et du coup il pourrait y avoir des questions, si vous avez une classe de CM2 par exemple, qu'est-ce que des élèves de 6e auront à connaître sur tel ou tel domaine par exemple. Alors Eva, est-ce que toutes les calculatrices sont autorisées? Oui, quasiment. Il n'y a pas besoin d'avoir une calculatrice spéciale examen, pas cette année, je crois que c'est pour 2022. Et du coup, quasiment toutes les calculatrices sont autorisées, sauf les calculatrices qui impriment. Mais bon, je pense que c'est assez rare. Alors Salima, pouvez-vous me donner une idée du nombre de cours à rattraper? Alors Salima, comme je l'ai dit, il n'y a pas s'inquiéter par rapport à ce retard qui n'est pas vraiment un retard encore une fois. Mais pour te donner une idée, je crois que ça fait 2-3 semaines. 1, 2, c'est ça doit faire, allez, 8 cours maximum qui ont déjà eu lieu, 8 cours en live, qui sont donc disponibles en replay, sur lesquels vous pouvez quand même poser vos questions. Et voilà. Samrani, est-ce que l'Académie Créteil est facile ou pas pour avoir le concours? Oui, Samrani. Si tu es de l'Académie Créteil, tu es chanceuse dans le sens où c'est effectivement l'académie, en tout cas pour le premier concours externe, je crois aussi c'est le cas pour le 3e concours, c'est l'académie dans laquelle le taux de réussite est le plus élevé, autour de 67% pour le premier concours externe en 2019. Alors Elodie, comment faire pour s'inscrire? Eh bien, pour s'inscrire, je ne sais pas si tu parles de l'inscription au concours ou à notre préparation. Si c'est à notre préparation, je laisse Mélina répondre. Si c'est au concours, il faut attendre les inscriptions cette année. C'est du 13 octobre au 12 novembre et ça se passera sur le site Cyclades.
Flo, auriez-vous un récapitulatif de tous les modules à connaître, par exemple en maths, puisque hier tu as suivi un cours visio gratuit, hyper compliqué, qui en fait n'est pas au programme pour le CRPE. C'est effectivement le risque, Flo, quand vous vous préparez, il faudra bien faire attention et bien se concentrer sur vraiment les connaissances qui sont au programme du concours, puisque le risque c'est que vous vous éparpillez, que vous appreniez des choses qui sont plus complexe que ce qu'il y a vraiment au concours. Et du coup, c'est aussi ce que nous, préparation, pouvons vous apporter. Vraiment, aller à l'essentiel. Pour certains, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps dans votre préparation. Donc, c'est aller à l'essentiel, apprendre vraiment que ce qui va tomber au concours et bien maîtriser vraiment les bases, ce qu'il faut vraiment savoir pour le concours, hein, toutes les compétences à acquérir, que ce soit pour les matières écrites ou pour les matières orales. Voilà, alors, j'enchaîne donc sur le fameux dossier de mise en situation professionnelle. Donc c'est effectivement un peu particulier, hein, cette épreuve orale pour laquelle vous allez devoir rédiger un dossier écrit. Donc c'est un dossier que vous allez devoir préparer à l'avance, hein. Plus vous vous y prenez tôt, mieux c'est. Il y en a beaucoup qui s'y prennent seulement après les écrits pour rédiger ce dossier. Vous verrez qu'entre les écrits et les oraux, c'est on va dire 4 à 6 semaines. Ça va passer très vite et vous aurez plein de choses à réviser pour les oraux. Donc vraiment, si vous avez le temps pendant l'année, et d'ailleurs c'est ce qu'on conseille à tous nos étudiants, hein, on a pour préparer le dossier, on a un tutorat, un système de tutorat où on donne à chaque étudiant une personne qui est très souvent un conseiller pédagogique qui va vous aider en fait à rédiger ce dossier. C'est un dossier qui est composé de 10 pages. Alors, c'est 10 pages et 2 parties. Une première partie scientifique et une deuxième partie pédagogique. Et donc, c'est des choix que vous allez devoir faire. Le choix du domaine pour votre dossier, c'est à l'inscription, donc je l'ai dit. Et vous allez devoir aussi choisir un sujet. Donc pour ce choix du domaine, vous avez le choix entre donc 8 domaines. Vous les avez là. Un nouveau domaine qui a été créé entre guillemets l'année dernière, c'est langue étrangère, avec le choix entre 4 langues. Donc des petits conseils par rapport à ce choix de domaine. Vous hésitez peut-être, dites-moi d'ailleurs dans le chat si vous savez déjà quel domaine vous allez choisir ou si vous hésitez. Les petits conseils pour faire ce choix. Première chose, c'est pas nécessaire que vous soyez spécialiste. Faut pas que vous ayez fait un master d'histoire pour choisir le domaine histoire. Il faut en revanche que vous ayez un attrait quand même particulier, un intérêt pour un domaine pour le choisir. Si vous n'aimez pas du tout la musique, vous n'allez pas évidemment choisir éducation musicale. Et il faut aussi utiliser les compétences que vous avez peut-être. Pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et donc qui ont déjà fait un métier avant, vous pouvez utiliser les connaissances que vous avez pu avoir par exemple dans ce métier pour choisir un domaine en conséquence. Si vous avez été infirmier par exemple ou infirmière, eh bien sans ces technologies, ce sera peut-être plus facile pour vous puisque vous avez déjà des compétences et potentiellement un intérêt également. Dans le chat, vous me dites anglais pour Delphine. Alors des petits conseils, me demande Delphine d'ailleurs sur ce nouveau domaine. Pas vraiment de conseils, il faut simplement pouvoir Delphine parler de façon courante, je pense, en anglais du coup, puisque c'est la langue que tu as choisie, puisque pour la langue vivante étrangère, vous allez avoir la moitié de la deuxième partie de l'entretien, donc environ 20 minutes qui seront parlées seulement dans la langue. Donc il faut vraiment pouvoir s'exprimer dans la langue choisie, que ce soit anglais, espagnol, italien ou allemand. Didi, pour le replay, on t'enverra un lien, ne t'inquiète pas, hein, si tu es en décalage horaire, je ne sais pas si tu viens peut-être de La Réunion ou autre. Alors pour les autres, il y a EMC pour Ida, Alia, ce sera plutôt l'histoire, l'EMC aussi pour Nelly, sciences et techno, pour Alexia qui a même choisi son domaine, et l'équilibre alimentaire en cycle 2, donc toi tu as déjà choisi, c'est parfait, tu as choisi ton sujet, ton domaine, et le sujet, ça demande aussi de choisir un niveau, puisqu'en fait le sujet, ce qu'il faut faire attention bien entendu, c'est que le sujet soit dans les programmes, donc par rapport au domaine que vous avez choisi.
Donc Alexia, j'imagine que si tu as l'air assez sûr de toi, donc tu es allé vérifier qu'en cycle 2, tu avais l'équilibre alimentaire, donc pour choisir ce sujet-là. Et il faut faire attention forcément que le sujet soit dans les programmes et colle du coup au niveau que vous aurez choisi. Cycle 2, équilibre alimentaire, c'est tout à fait pertinent. En revanche, la France durant la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt du côté du CM2 et vous n'allez pas faire ça en moyenne section de maternelle, bien entendu. Des petits conseils d'ailleurs sur ce choix de sujet, il ne faut pas choisir l'originalité à tout prix, hein. Il faut, eh bien, comme je l'ai dit, chercher dans les programmes, ça suffit. Et même si vous faites quelque chose un sujet que le jury aura vu 1000 fois, vous pourrez avoir une très bonne note si vous justifiez tout à fait vos choix et si vous présentez toute une bonne séquence pédagogique. Alors Flo, qui veut que j'explicite un peu la partie scientifique. Alors je crois que j'en parle juste après. Voilà, c'est donc 2 parties dans le dossier. Une première partie, ce qu'on appelle la partie scientifique. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, partie scientifique. Ça n'a pas de rapport avec la science. Mais la partie scientifique, l'idée, c'est que il faut que vous écriviez, que vous fassiez un peu un résumé de toutes les connaissances qu'un professeur des écoles doit avoir pour enseigner la séquence pédagogique que vous allez développer dans la deuxième partie de votre dossier. J'espère que c'est clair. Flo, c'est une explication où les sciences abordées de manière transversale avec la matière choisie. Donc non, c'est plutôt du coup l'ensemble des connaissances qu'un professeur des écoles doit avoir pour enseigner le sujet que vous aurez choisi et notamment du coup la séquence pédagogique que vous allez développer donc dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est vraiment ça, expliquer et développer la séquence pédagogique et donc concrètement ce que vous allez faire avec vos élèves. C'est vraiment il faut vraiment vous projeter dans une classe. Donc là, vous avez Ida, par exemple, qui va choisir le harcèlement scolaire en cycle 2. Et donc, dans sa séquence pédagogique, dans la deuxième partie, tu vas devoir, Ida, essayer de t'imaginer dans une classe avec des élèves de cycle 2, voir comment tu vas leur présenter le sujet. Donc ça sera peut-être l'objet de la première séance, puisqu'une séquence pédagogique, je vous rappelle, c'est plusieurs séances. Donc vous pouvez développer dans cette deuxième partie éventuellement 1 ou 2 séances, mais il faut que la séquence soit développée, surtout. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire sur une première séance? Puis la deuxième séance, qu'est-ce que vous allez faire? Regarder un film, par exemple. La troisième séance, ça sera de revenir sur le film qu'ils auront vu et puis échanger librement en classe. La quatrième séance, ça sera des petits exercices sur des situations avec des dessins, par exemple. Enfin, voilà, il faut vraiment vous projeter comme si vous étiez en classe et bien penser vraiment à comment vous allez mettre en activité vos élèves à ce moment-là, ces différents moments, ces différentes séances pédagogiques que vous ferez. Et il faudra bien entendu, comme vous vous projetez, penser à toutes les modalités d'évaluation. Comment à la fin, peut-être lors de la dernière séance, comment vous allez évaluer et voir que si les étudiants maîtrisent bien toutes les compétences, puisque le but d'une séquence pédagogique, c'est bien que les élèves maîtrisent à la fin une compétence. Alors pour l'oral en lui-même, là j'ai parlé pas mal du dossier, donc vous allez pouvoir le développer un peu, donc le faire cette année, pendant l'année. Et du coup pour l'oral en lui-même, vous allez arriver le jour J, vous avez, pour la plupart des académies, vous allez devoir envoyer votre dossier avant l'oral. Dans certaines académies, je crois Paris par exemple, vous devez venir le jour J avec votre dossier et vous allez devoir présenter votre dossier pendant 20 minutes. Alors, il ne faudra pas exactement lire votre dossier et répéter ce qu'il y a dedans. Il faudra faire une analyse critique de la séquence si possible, surtout si vous avez pu la mettre en œuvre via un stage par exemple, expliquer ce qui a été, ce qui n'a pas été. Expliquer aussi pourquoi vous avez choisi ce domaine, ce sujet, etc. Et quel est l'intérêt pédagogique de ce dossier et de la séquence pédagogique que vous développez. Et ensuite, vous enchaînez avec 40 minutes d'entretien où là, le jury va pouvoir vous poser des questions à la fois sur le sujet que vous avez choisi pour voir si vous maîtrisez bien les connaissances, sur le domaine aussi, et sur la séquence pédagogique que vous aurez développée. Ils vous diront par exemple, et si les élèves que vous avez en face de vous refusent de faire telle chose, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est vraiment, il va vous mettre en situation, donc il faut que vous soyez prêts à répondre à des questions encore une fois, de mise en situation.
Et il faudra également, pour les questions du jury, pouvoir, par exemple, dire ce que les élèves sont censés savoir ou ce qu'ils devront apprendre dans le niveau supérieur, par exemple dans le domaine de l'histoire. Du côté de notre préparation, on a à la fois des cours collectifs, donc c'est le système de live dont j'ai déjà parlé, qui sont disponibles ensuite en replay, avec méthodologie de la rédaction, des cours sur les programmes aussi, des vidéos par domaine assez spécifiques. Des simulations orales commentées aussi, c'est important. On a filmé, on a fait venir des étudiants, des étudiants dans nos locaux pour qu'ils puissent passer un oral qu'on a filmé. Et ensuite, donc, on vous montre comment ça se passe pour que vous puissiez aussi vous projeter le jour de l'oral. Et il y a donc ce fameux accompagnement personnalisé. On va vous mettre en contact avec un conseiller pédagogique qui va vous conseiller, vous accompagner dans la rédaction de ce dossier. Vous choisissez, que ce soit début octobre, début novembre ou début décembre, on vous donne le choix pour savoir quand est-ce que vous allez faire ce tutorat. Et l'idée, c'est qu'à l'issue du tutorat, vous avez une version aboutie de votre dossier. Vous pouvez ensuite, du coup, mettre de côté le dossier et vous concentrer sur le reste de la préparation et de vos révisions. Et vous aurez un oral blanc qui aura lieu en avril-mai, juste avant les oraux, pour vous replonger un peu dans votre dossier et vous entraîner un peu en condition du concours. Alors, avant que j'enchaîne sur l'EPS et la CSE, avec ce deuxième oral, je regarde les questions, puisque je crois qu'il y en a eu quelques-unes dans le chat. Chloé demande comment faire pour déterminer à quel niveau correspond notre sujet. Et tu demandes par ailleurs, est-ce que du coup on ne peut pas inventer un thème? Alors, Chloé, il est possible d'inventer un thème. Quand je dis que il faut choisir le sujet dans les programmes, il faut que il y ait les compétences à maîtriser dans les programmes. En cycle 1 par exemple, en maternelle, ça ne va pas être écrit, il faut savoir que les élèves sachent où est la Chine, mais ils vont devoir savoir qu'il y a différents pays qui sont sur la Terre. Eh bien, grâce à ça, ces compétences à savoir à la fin de chaque cycle vont te permettre de choisir des sujets. Si tu choisis un sujet qui est un peu trop original, on va dire, eh bien le risque, c'est que le jury qui est en face de toi considère que ce sujet ne correspond pas vraiment aux compétences que les élèves doivent maîtriser à la fin de chaque cycle. Et du coup, tu risques de faire un hors-programme. C'est ça le risque d'inventer un thème un peu trop original. Et du coup, pour déterminer à quel niveau correspond le sujet, eh bien ça va être dans les programmes. Si tu choisis un thème, et puis tu peux demander, de toute façon, c'est toujours bien d'avoir des professeurs des écoles, des connaissances autour de soi pour pouvoir essayer de leur poser la question, savoir si c'est pertinent et si c'est valable, entre guillemets, de faire une séance par exemple en art visuel, sur les autoportraits. Est-ce que c'est valable de le faire pour des élèves en maternelle, ou il faut attendre plutôt un peu plus tard qu'ils aient par exemple 6-7 ans et donc plutôt attendre CE1, CE2, c'est plutôt CP, CE1. Mais voilà, c'est un peu du bon sens, et le risque en fait, c'est que le jury, le jour J, puisse un peu t'embêter par rapport à si c'est un thème et un sujet qui est un peu limite, ou que tu as un peu raccroché de façon un peu tirée par les cheveux, te raccrocher ça au programme. J'espère que je suis clair et que j'ai pu répondre à ta question, Chloé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Delphine, comment préparer son oral si on n'a pas pu tester notre séquence? Alors Delphine, effectivement, c'est une bonne question et je reviens à ce que je viens de dire, c'est bien parfois d'avoir des connaissances professeurs des écoles, surtout si vous préparez le concours, puisque vous allez pouvoir essayer de leur poser la question, leur présenter la séquence pédagogique et bien leur demander leur avis sur cette séquence pédagogique, voir si c'est réalisable avec des élèves ils auront certainement plein de conseils à vous donner en disant par exemple, mais là, pour cette séance, tu veux leur faire pendant 1 heure une activité, et là, ils vont par exemple vous dire, des élèves de moyenne section, c'est très difficile de faire une activité qui dure plus de 20 minutes, et donc tu pourras pas. Et donc ça va te permettre de retravailler un peu. Les tuteurs aussi seront là pour vous donner des conseils par rapport à ça et faire en sorte que ce soit le plus réalisable possible. Tout le monde ne pourra pas faire de stage, mais ça c'est pas grave. C'est mieux si vous arrivez à en faire, mais c'est pas grave si vous ne pouvez pas en faire. D'ailleurs, on pourra vous donner des conventions de stage, de fournir des conventions de stage si vous le souhaitez pour faire des stages dans des écoles près de chez vous. Alors, il faudra l'autorisation de votre académie, toutes les académies n'accordent pas ça aux candidats libres, mais la plupart du temps, c'est possible de faire donc des petits stages pour que vous puissiez tester votre séquence et que ce soit beaucoup plus concret pour vous et que vous puissiez peut-être aussi plus facilement répondre aux questions du jury le jour J. Voilà Delphine. Alors, je passe donc à la deuxième épreuve orale, et ça, c'est une épreuve assez compliquée, parce que comme je l'ai dit au début, niveau intensité, c'est pas mal, puisque pour rappel, vous avez 3 heures de préparation. Donc après, c'est à vous de gérer votre temps entre le PS et la CSE. On conseille de prendre environ 1h15 sur le PS et 1h45 sur la CSE. Mais c'est vrai que le PS, parfois, c'est pas facile de créer des séquences pédagogiques en EPS. Donc vous pouvez faire aussi 1h30, 1h30. Et au bout de ces 3 heures de préparation, ce qui est quand même assez long, vous allez donc faire votre oral. Vous allez commencer par le PS, où vous allez avoir 10 minutes où vous allez exposer ce que vous aurez préparé en fonction du sujet que vous aurez eu, puis 20 minutes d'entretien avec le jury. Et ensuite, vous allez enchaîner sans pause, quasiment, avec la connaissance du système éducatif, CSE, où là, vous aurez 15 minutes d'exposé, donc de même, présenter le sujet que vous aurez préparé, et ensuite 30 minutes d'entretien. Vous voyez que c'est assez sportif. Et du coup, le jury va pouvoir, pendant ces 1h15 d'oral, essayer de vous tester sur les connaissances que vous aurez, les connaissances théoriques, les aptitudes professionnelles, comme je l'ai dit, tous les entretiens, là, vous aurez 50 minutes d'entretien en tout sur les 1h15, donc c'est l'occasion pour le jury de tester un peu vos aptitudes professionnelles, voir si vous êtes déjà dans la posture du professeur des écoles, et puis on va voir votre attitude, votre niveau d'expression, voir si vous exprimez bien, puisque en tant que professeur des écoles ensuite, vous devrez vous exprimer clairement et vous faire comprendre parfois d'élèves assez jeune âge, et puis vous devrez aussi vous exprimer devant des parents d'élèves aussi. Alors commençons par l'EPS. Quelle forme prend le sujet de l'EPS? Alors pour l'EPS, vous allez avoir un thème qui vous sera imposé et qui sera choisi parmi 4 APSA. Alors une APSA, qu'est-ce que c'est? C'est une activité physique, sportive ou artistique. Il y en a 7 ou 8, il me semble, et chaque académie en fait choisit chaque année 4 APSA qui seront au programme du concours dans votre académie. Là, vous avez sur la slide un exemple à Lyon en 2019. Ils avaient choisi les APSA suivantes, donc activité athlétique, natation, jeux et sports collectifs et activité gymnique à l'exclusion de l'acrosport. Vous voyez que c'est assez précis. On a d'ailleurs une page consacrée à ces APSA. Et donc, pendant l'année, votre académie, dans laquelle vous allez passer le concours, va publier ces choix de 4 APSA. Et donc, il faudra vous concentrer sur ces 4 APSA seulement, puisque le sujet que vous aurez, ça sera seulement sur ces 4-là. Et ensuite, donc, par rapport à cette activité sportive,
cette activité sportive ou physique, sportive ou artistique, vous aurez un sujet, et très souvent en fait c'est une situation. Encore une fois, hein, à chaque fois l'idée c'est de vous projeter et vous mettre déjà dans la peau d'un professeur des écoles, une situation avec des élèves, une classe, un niveau, et avec très souvent il faudra proposer une solution par rapport à un problème soulevé en très souvent développant une séance ou une séquence pédagogique. Petite particularité pour ceux qui sont de l'académie de Lille ou de Grenoble, ce sont des sujets en vidéo et pas des sujets écrits. Donc là, vous avez un exemple d'un sujet écrit, hein. Donc là, le thème, c'est activité athlétique et plus précisément la course de relais. On vous donne également le niveau ici, CM2. C'est pas le cas dans toutes les académies. Et puis, voilà, description de la situation et on vous demande de proposer une situation pour que les élèves soient capables de se transmettre le témoin dans la zone définie. Donc par rapport au problème soulevé, vous devez donc faire des propositions de séance. Nos petits conseils, c'est qu'il faut à la fois avoir des connaissances théoriques, mais aussi avoir une méthode. Donc pour les connaissances théoriques, ça va être tout ce qui est développement de l'enfant. Il faut savoir que en petite section, les élèves ne sauront pas courir pendant 45 minutes par exemple. L'éducation à la santé, forcément c'est important. Tout ce qui est réglementaire aussi, hein, dans le sport, que ce soit natation avec les risques de noyade, etc. Il faut bien connaître tout ça forcément connaissances spécifiques aux APSA, connaître les règles des sports que vous allez proposer et puis connaître aussi les exercices, les règles des exercices que vous proposerez également. Mais il y a également une méthodologie à acquérir et ça, notre professeur Hervé, notre professeur d'EPS sera là pour vous transmettre cette méthodologie de construction d'une séance. C'est assez spécifique, une séance ou une séquence pédagogique en EPS et donc on sera là aussi si vous nous rejoignez pour vous aider là-dessus avec donc des cours en live disponibles ensuite en replay comme d'habitude, des sujets types traités, des fiches de cours bien entendu et des simulations orales. Vous aurez 2 euros blancs et puis des simulations d'oral commentées en cours pour voir ce que ça donne en vrai le jour J. Voilà pour l'EPS, la CSE maintenant. Je regarde rapidement s'il n'y a pas des questions. Alors Delphine, effectivement, comme l'a dit Mélina, il faut vous concentrer sur les APSA de votre académie, même si, comme tu le dis, il peut y avoir des connaissances plus générales à avoir. Quand je parlais du développement de l'enfant, etc., ça ne concerne pas forcément une APSA, mais c'est bien des connaissances générales, effectivement. Du côté donc de la CSE, ce sujet, cette fois, c'est pas une simple situation, mais c'est plutôt un dossier en fait de 5 pages environ où vous allez avoir une mise en situation, encore une fois, ou 3 questions, mais qui très souvent vous met en situation. Il y a 5 pages tout simplement parce qu'il va y avoir en fait des documents, des documents, il y en a 3, 4, ça dépend des sujets, qui peuvent venir de sources variées. Ça peut être des articles, ça peut être des liens vers des programmes EduScol, ça peut être des extraits d'ouvrages pédagogiques. Et l'idée c'est soit répondre aux 3 ou 4 questions, soit proposer par rapport à la mise en situation qui évoque souvent un problème, des solutions. Donc comme je l'ai dit, c'est 15 minutes de présentation de vos réponses aux questions ou de présentation d'une situation, d'une solution par rapport à la situation qu'on vous aura donnée. Et puis en entretien où là on va vous poser des questions sur généralement le thème évoqué par le sujet, mais aussi sur des thèmes en général, puisqu'il y a des thèmes vraiment incontournables en CSE, connaissance du système éducatif, la laïcité, l'évaluation, les besoins éducatifs particuliers par exemple. Voilà, c'est plein de sujets que vous allez apprendre à maîtriser. Donc c'est aussi pour ça que la CSE, c'est un assez gros morceau, puisqu'il y a beaucoup de connaissances
à acquérir et que ça peut concerner vraiment plein de thèmes différents. Et il faut aussi apprendre à maîtriser les textes officiels. Pourquoi? Parce que eh bien, très souvent dans les textes que vous aurez, eh bien, ça sera des bouts de ces textes officiels, que ce soit les programmes, le socle commun des connaissances et des compétences. Et du coup, si vous les connaissez déjà, ça sera beaucoup plus facile pour vous de les utiliser pour répondre à vos questions. Et c'est important aussi de les connaître puisque dans la partie entretien, le jury vous posera certainement des questions ou pourra vous poser des questions sur ces textes officiels que vous devez connaître. Alors pas connaître par cœur, mais au moins savoir les grandes lignes. Et enfin, un de nos conseils, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est forcément de s'entraîner. Et d'ailleurs, dans ce qui concerne notre préparation, vous allez avoir des cours en live puis en replay sur un peu tous les thèmes. On essaye de faire de voir un peu tous les thèmes, les plus grands thèmes qui tombent en CSE. On vous donnera aussi des exemples de sujets forcément à tous les cours. Vous avez 2 oraux blancs, encore une fois, en CSE. Un premier oral qui aura lieu dès janvier-février et un second en avril-mai, juste avant les vrais oraux. Et puis on a une petite revue de presse aussi bimensuelle qui vous permet de vous mettre au courant de l'actualité, de vous faire voir aussi d'autres choses pour connaître plus de choses en CSE. Pas d'autres questions, je crois. Ah si. Alors, des questions dans le chat. Flo demande, est-ce que le CSE rejoint l'EMC? Alors, Flo, disons que l'EMC, c'est un peu lié effectivement. L'EMC va être intégré, je pense, dans la connaissance du système éducatif. Et donc, effectivement, il y a plein de choses que tu vas voir en CSE qui te seront utiles si tu choisis, par exemple, le domaine EMC. L'éducation morale et civique, forcément, dedans, il y aura plein de choses qui feront référence à la CSE. Marie demande où peut-on trouver les informations sur les APSA pratiqués dans l'académie choisie. Alors Marie, c'est des publications qui seront faites sur le site de ton académie. Malheureusement, c'est des informations qui sont un peu publiées au fur et à mesure de l'année. Donc, eh bien, il faut surveiller les sites de ton académie, des académies dans lesquelles tu souhaites choisir, tu souhaites passer le concours. Et donc, pour l'instant, tu peux peut-être te baser sur les APSA des années précédentes. Et Léa, du coup, pareil, quand saurons-nous quels APSA seront choisis? Malheureusement, il n'y a pas de date officielle, donc c'est les académies qui publient ça un peu quand elles le souhaitent. Elodie, quand commence-t-on à réviser l'oral de PS si on ne sait pas quel APSA, quand le savons-nous? Donc effectivement, ça rejoint ce que je viens de dire. Et du coup, pour commencer à réviser, ça va être sur les connaissances un peu plus générales, développement de l'enfant, sécurité, etc. Et Elodie, sinon, eh bien, essaye, si tu as vraiment beaucoup de temps à ce moment et que tu as envie de commencer le PS, tu peux te baser sur les APSA des autres années. Question de Skoura, peut-on parler des pédagogies Freinet et Montessori? Alors oui, tu peux en parler, à la fois sur tes différents oraux d'ailleurs, que ce soit en mise en situation professionnelle ou en EPS-CSE, mais c'est pas quelque chose que vous devez absolument maîtriser. Ça sera un petit plus si tu arrives à faire référence à ces pédagogies. Il faut que ce soit pertinent aussi dans ce que tu es en train de dire. Mais vraiment, on va préférer que tu répondes bien à une question plutôt que tu répondes à côté en parlant de pédagogie que tu maîtrises mal, par exemple. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut maîtriser absolument. Ça fait pas partie du programme du concours. Donc si c'est un plus que tu maîtrises, tant mieux, mais c'est vraiment, voilà, c'est en plus. Chrissy a une question. Il peut être judicieux de prendre comme thème de dossier EMC pour limiter les connaissances à acquérir. Alors oui, Chrissy, c'est notamment pour ça que l'EMC fait partie des domaines les plus choisis. Il y a l'EMC et les sciences et technologies, parce que les connaissances en sciences et technologies qu'il faut acquérir sont assez limitées entre guillemets pour la primaire et pour la maternelle. Et du coup, en EMC, effectivement, ça va être moins de choses à connaître par cœur, comme en histoire où là, vous allez devoir connaître beaucoup plus de choses et du coup, apprendre beaucoup plus de choses aussi. En EMC,
il faudra quand même travailler et connaître, si tu parles tout à l'heure, je sais plus qui voulait choisir le harcèlement, bah voilà, il y a aussi des choses à connaître sur le harcèlement, des dates, des choses qui ont été mises en place, etc. Mais effectivement, c'est moins des choses, des connaissances pures à connaître. Effectivement, Chris. Alors, je vais parler maintenant du temps, et moi je vais apprendre aussi, il faut que j'apprenne à gérer un peu mon temps. Ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble et du coup je vais accélérer un peu. Donc sur le calendrier habituel du concours, donc là on vous donne un peu une idée, c'est bien de prendre un peu de recul et de voir que voilà, sur une année, vous allez avoir les inscriptions donc, qui arrivent bientôt, je répète, 13 octobre, 12 novembre, inscription aux sessions supplémentaires, pardon. Ça, normalement, c'est en février-mars. Les épreuves écrites, on n'a pas encore les dates. Malheureusement, je vais tout de suite aller vérifier d'ailleurs, hein, parce qu'ils avaient dit que ça serait publié au mois de septembre. Alors, on est le 30 septembre, bientôt minuit. Et du coup, eh bien, on espère que ça sera publié rapidement. Je regarde en direct si le site a été mis à jour, mais malheureusement non. Certaines académies parlent du 12 et 13 avril 2021, donc ça sera dans ces eaux-là, certainement. Et ensuite, du coup, les résultats d'admissibilité, ça dépend d'une académie à une autre. C'est à partir de fin avril, généralement jusqu'à mi-mai. Et ensuite, on passe aux épreuves orales. Donc, encore une fois, les dates dépendent d'une académie, varient d'une académie à une autre. Mais en gros, vous avez les résultats d'admission qui tombent autour de 20-25 juin. Voilà pour avoir une idée du calendrier du concours. Et du coup, la question que vous devez vous poser, la première question, c'est de savoir si vous allez passer le concours ou pas. Je ne sais pas s'il y en a qui hésitent encore hein, dans le chat, si vous regardez cette présentation juste pour savoir à peu près ce que c'est le concours, mais peut-être que vous hésitez encore et donc il va falloir assez rapidement, surtout si vous voulez le passer en 2021, eh bien prendre cette décision. J'y vais pas. C'est une décision personnelle forcément, mais si c'est un objectif et vraiment une envie que de devenir professeur des écoles, on ne peut que vous encourager à passer ce concours. Et une fois que vous avez pris cette décision, eh bien, il faut vraiment vous mettre à fond. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut que cette décision, si possible, doit être prise le plus tôt possible, puisque le plus tôt possible, vous pourrez vous mettre à fond dans votre préparation. Et la question d'après, c'est de savoir si vous y allez seul ou accompagné. Il est tout à fait possible de se préparer seul, mais c'est un concours exigeant pour lequel il y a des connaissances assez spécifiques à connaître, hein, connaissances du système éducatif par exemple, ou la mise en situation professionnelle. Si vous préparez seul, sans aide extérieure, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et du coup, eh bien, il faut savoir si vous allez plutôt vous faire accompagner par des préparations comme Objectif CRPE par exemple, hein, qui saura du coup vous donner exactement toutes les connaissances à avoir pour le concours et pourra eh bien vous conseiller, vous accompagner toute l'année. Et l'important quand même, c'est le jour J, puisque toute l'année vous allez vous entraîner, vous allez progresser, vous allez faire des exercices, mais l'important c'est vraiment ce qui va se passer le jour J. Vous allez ensuite devoir, par rapport au temps que vous aurez, planifier vos cycles de travail. Il faut tout d'abord savoir quand est-ce que vous pouvez réviser et travailler. Pour beaucoup peut-être, ceux qui sont en reconversion professionnelle par exemple, et ça c'est la majorité de nos étudiants, eh bien vous avez un travail, vous avez une famille à gérer aussi peut-être à côté, et du coup il va falloir voir dans votre emploi du temps quand est-ce que vous pouvez travailler. Et donc sur ces temps de travail, eh bien essayez de vous organiser pour alterner les matières, ne pas faire tout le temps des maths, et puis essayer de faire des séances pas trop longues non plus, parce que si vous avez que le samedi par exemple, et vous faites 8 heures d'affilée de français, vous n'allez plus en pouvoir et vous allez lâcher au bout de 3 semaines. Donc ça sera important aussi de respecter votre rythme naturel, de travailler de façon régulière mais pas trop intensive non plus, de respecter votre sommeil et des distractions. Notamment si vous avez une famille à côté, eh bien vous ne pourrez pas vous priver de passer du temps aussi en famille. Ça vous permettra de faire des pauses et il faut s'accorder ces temps de pause dans votre préparation puisqu'il faut trouver cet équilibre entre préparation et vie personnelle.
Les entraînements, j'en ai beaucoup parlé déjà. Alors, juste avant une question de flow, doit-on connaître en profondeur toutes les 10 alors, les 10, hein, c'est 10 calculi, 10 praxi, 10 dyslexie, bien entendu. C'est voilà, tous ces besoins éducatifs particuliers. Alors, vous ne devez pas les connaître en profondeur, mais effectivement, vous devez savoir ce que c'est et pouvoir éventuellement proposer des solutions, même si voilà, les besoins éducatifs particuliers, ça fait partie du programme de la connaissance du système éducatif, mais voilà, c'est pas quelque chose que vous devez maîtriser à fond. De toute façon, même les professeurs des écoles aujourd'hui ont des difficultés à... C'est pas évident de gérer des étudiants à besoins éducatifs particuliers, peut-être parce qu'il y a un manque de formation, et vous qui passez seulement le concours et qui êtes peut-être un candidat libre, ben voilà, vous n'avez pas non plus la formation pour gérer ces personnes-là, mais ces élèves-là, mais vous devez effectivement connaître l'existence de ces élèves à besoins éducatifs particuliers, savoir qu'il y en a dans toutes les classes quasiment, et effectivement, pourquoi pas essayer de réfléchir pour savoir comment vous ferez, vous, dans une classe avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ça sera très probablement le cas d'ailleurs si vous êtes professeur des écoles stagiaires l'année prochaine. Alors, les entraînements. Les entraînements, c'est important car c'est vraiment ça qui va vous permettre de progresser et donc bien de pouvoir maîtriser au fur et à mesure de l'année toutes les compétences à avoir. Qu'est-ce qu'il faut pour vous entraîner? Il faut tout d'abord un sujet, que ce soit dans les matières écrites ou les matières orales. Eh bien, les sujets, il y en a notamment grâce aux annales. Vous prenez des sujets des années précédentes, vous aurez eh bien, des exemples de sujets que vous pourrez avoir aussi cette année. Chez Objectif CRP, on a fait le choix d'avoir des sujets originaux qui se basent sur toutes les annales qui sont passées et pour qu'on vous propose des entraînements qui soient le plus proche possible de ce que vous allez avoir au concours. Et je crois que voilà, chaque année, hein, les étudiants nous disent en sortant, eh ben voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un concours blanc, puisqu'on pose vraiment le même genre de questions. Vous avez ce sujet, il va falloir vous y mettre. C'est pas toujours évident de vous dire, allez, je m'y mets. Il faut essayer au maximum que ce soit dans les conditions du concours, c'est-à-dire les conditions du concours, ben, le temps, respecter le temps, donc 4 heures pour les épreuves écrites. Il faut que ce soit en une seule fois. Hein, au concours, vous n'allez pas faire une pause. Et il faut que ce soit sans aide extérieure. Le jour du concours, vous serez seul devant votre feuille avec simplement vos stylos. Et ensuite, eh bien, il faudra à la fin, en respectant donc les 4 heures, à la fin des 4 heures, eh bien, pouvoir évaluer, auto-évaluer si vous préparez seul et évaluer par rapport à un corrigé. Alors les corrigés, il y a des corrigés officiels qui existent, il y a des rapports de jury aussi qui sont publiés chaque année par les académies. Allez voir les rapports de jury de vos académies des années précédentes, c'est vraiment une mine d'or. Vous trouverez plein de conseils aux futurs candidats et du coup, ben c'est vraiment intéressant d'aller voir ces rapports du jury. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne là. Et du coup, par rapport à ces corrigés, eh bien, il va falloir analyser votre copie. Du côté de chez nous, chez Objectif CRPE, comme j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, hein, vous aurez une vidéo correction de votre copie. Donc, vous allez avoir votre copie à noter corrigée, mais avec une vidéo dans laquelle le correcteur va revenir avec vous sur les erreurs que vous aurez faites et vous donner des conseils aussi pour progresser, pour travailler les compétences que vous ne maîtrisez peut-être pas encore. Et du coup, ce qui est important après cette analyse des erreurs que vous faites vous-même ou que des correcteurs vous aident à faire, il faudra faire le travail de remédiation. La remédiation, c'est vraiment important, c'est ça aussi en fait qui va vous faire progresser. Donc le but, c'est faire une liste en gros de toutes les erreurs que vous avez faites, faire correspondre en fait les erreurs que vous avez faites à des compétences que vous ne maîtrisez pas encore, et du coup pour chaque compétence que vous ne maîtrisez pas encore, eh bien travailler soit en revoyant le cours, soit en refaisant des exercices. Mais voilà, l'idée c'est que eh bien vous partiez des erreurs que vous avez faites pour retravailler les compétences que vous ne maîtrisez du coup pas encore. Et c'est comme ça que vous allez au fur et à mesure eh bien, maîtriser les différentes compétences et ne pas refaire les erreurs. Parce que le but vraiment des entraînements, ce n'est pas d'avoir la meilleure note possible.
Alors, il faut toute l'année donner le meilleur de vous-même, mais c'est le but quand même, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs le jour J. Et donc pour ça, il faut retravailler ces erreurs-là. Là, vous avez un extrait chez Objectif CRPE, du coup, pour chaque concours blanc et pour chaque question, vous avez la correspondance en fait entre la question, la compétence et où est-ce que dans nos cours, dans nos contenus, on peut travailler cette compétence, ce qui permet à chaque étudiant, pour une question sur laquelle il n'a pas eu les points, voir quelles compétences étaient travaillées, permettre de faire la liste des compétences sur lesquelles, a priori, tout n'est pas acquis, et aller voir directement, puisqu'il y a la liste aussi juste à côté, les cours, les exercices qui permettent de retravailler cette compétence. Mais ça, c'est un travail que vous pouvez faire aussi chez vous. Et pour l'oral, c'est pareil, entraînement. Des sujets, vous avez notamment les sujets de Nice qui sont donnés à l'avance, à la fois en CSE et en EPS. Et puis, il faut s'y mettre. Soit, si vous êtes seul, vous mettre devant la caméra. Si vous avez des personnes peut-être de votre entourage qui peuvent vous aider, allez-y. Chez Objectif CRPE, ça sera du coup par Skype à distance, des oraux blancs avec des personnes qui ont déjà été jury, avec des conseillers pédagogiques qui connaissent exactement les attendus, et puis ensuite c'est faire encore une fois un travail de remédiation, de retour avec les oraux blancs, le jury, les examinateurs pour nos oraux blancs vous donneront plein de conseils suite à votre oral blanc. L'attitude à l'oral, donc on a parlé j'ai parlé des oraux et c'est important de bien figurer à l'oral, notamment parce que, comme j'ai dit, deux choses. Un, c'est 2/3 des points qui se jouent à l'oral, donc c'est énorme. Et deux, il y a beaucoup de phases d'entretien dans lesquelles en fait on va voir si on va vous recruter. C'est vraiment des oraux comme des entretiens de recrutement. Comme je l'ai dit, les conseillers pédagogiques, ils vont se poser la question, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, je veux la voir, entre guillemets, en tant que collègue à la rentrée prochaine. Et du coup, c'est une épreuve orale, donc de communication. Et donc, il faut faire attention à la fois à la communication verbale, ce qu'on dit, mais également la communication non verbale. Et ça, c'est comment le jury va vous percevoir. C'est tout ce qui est au niveau du regard, de la voix, de la posture. La posture, j'en ai déjà parlé, il faut avoir déjà la posture de l'enseignant, du professeur des écoles. Et ça passe aussi par vous-même, le physique et comment vous présentez face au jury. Et l'engagement également. Donc ça, c'est des petits conseils, quelle attitude il faut avoir face au jury. Alors ça peut paraître évident comme ça, mais vraiment, il faudra en prendre compte puisque c'est pas toujours évident pour vous le jour J, notamment à cause du stress. Mais il faudra penser à ça, être à la fois déjà ouvert par rapport au jury, être à l'écoute. Il faudra être réfléchi, il faudra, si vous avez des doutes, vous poser, oser le silence, comme on dit, pour préparer vos réponses. Être positif aussi, ne pas être dans l'agressivité et enfin être confiant. Il faut montrer que vous avez confiance en vous, que vous avez aussi la volonté d'être professeur des écoles. Et enfin, forcément, faire preuve de bon sens. Chaque année, il y a des étudiants qui on le voit notamment sur les groupes Facebook, des étudiants qui se plaignent « je ne comprends pas, ça s'est bien passé et j'ai eu 3 sur 40 en EPS par exemple ». C'est parce que très souvent c'est une question ou une réponse à une question qui a été, je sais pas, mal formulée ou mal exprimée et du coup qui a fait que le jury n'a pas voulu de vous en tant que professeur des écoles stagiaires puis professeur des écoles titulaires. Donc il faudra bien faire attention et très souvent c'est une question de bon sens. On va pas, si on vous dit en EPS par exemple, il pleut des cordes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule la séance de course à pied qui était prévue dehors? Parfois on va vous faire dire par exemple que oui on continue dans tous les cas, il faut faire du sport. Non, parfois il faut juste faire preuve de bon sens et se dire on annule pour cette fois et on le reportera pour la semaine d'après, etc. Alors une petite maintenant aparté sur l'expérience. Alors je crois qu'il y a eu des questions tout à l'heure
là-dessus. Alors, juste avant, je prends la question de Flo parce que c'est en rapport aussi avec ce que je viens de dire. Comment réagir lorsqu'on ne connaît pas la réponse? Alors, Flo, le jury, il est là pour te poser des questions, essayer d'évaluer ton niveau, mais il sait très bien que tu ne connais pas tout. Lui-même d'ailleurs, le jury très souvent ne connaît pas tout. Il y a des questions parfois qu'ils vont peut-être poser, dont ils ne connaissent même pas la réponse. Et du coup, il faut oser pouvoir aussi dire, eh bien, là, je ne sais pas si c'est une connaissance pure. Et sinon, si vous avez des doutes ou autre, il ne faut pas hésiter aussi à dire, d'après moi, sur ce point-là, je ferai comme ça, même si j'ai encore des doutes puisque je ne connais pas encore le fonctionnement de l'école, par exemple. Enfin voilà, il faudra pas hésiter à montrer que, voilà, que parfois vous ne maîtrisez pas certaines choses, c'est normal. Et effectivement, comme le dit Mélina dans le chat et comme l'a posé la question de Marie, CSE EPS, ça sera le même jury. Alors vous avez parfois 2 ou 3 personnes, ça dépend des académies, devant vous. Donc il faudra aussi bien penser à parler à ces 3 personnes distinctement. Alors donc sur le sujet de l'expérience, il y a toujours des expériences à valoriser, notamment les stages. Si vous avez la possibilité de faire des stages, tant mieux, c'est une chance. Et il faudra du coup les mettre en avant et les valoriser pendant vos entretiens, par exemple. Il ne faudra pas parler que de ça et dire « Ah, moi, pendant mon stage, ça s'est passé comme ça, donc c'est comme ça ». Mais voilà, prendre des exemples pour illustrer vos propos. Et d'autres expériences aussi sont tout à fait, il est tout à fait possible de valoriser d'autres expériences comme le soutien scolaire. Si vous avez passé le BAFA ou autre, vous avez déjà accompagné des étudiants, donc c'est aussi possible de le mettre en avant. Et enfin, ceux qui sont, peut-être qu'il y en a aussi qui ont été AVS, AESH, assistants d'éducation, c'est-à-dire surveillants. Toutes ces expériences, vous avez travaillé déjà avec des élèves, eh bien vous pouvez tout à fait les mettre en avant pendant les oraux. Attention, par contre, au syndrome de la maman. Ça, c'est des jurys, des personnes du jury qui nous le disent chaque année. Qu'est-ce que le syndrome de la maman? Eh bien, c'est le fait de justifier toutes vos réponses par le fait que vous êtes parent et donc que vous connaissez les enfants et que, voilà, si on vous pose des questions en vous projetant en étant professeur des écoles en maternelle par exemple, eh bien il ne faudra pas dire « Ah, moi mon enfant en maternelle, ça se passe comme ça à la maison, du coup quand je lui fais faire un exercice, il réussit et voilà ». Il faut vraiment, ça c'est contraire en fait à la posture du professeur des écoles, de l'enseignant. Il faudra vraiment vous dire que, eh bien, en classe, c'est vraiment différent que lorsque vous êtes chez vous avec vos enfants. Donc attention à ça. Flo demande, encadrant d'un club de sport, est-ce que ça peut compter dans une expérience valorisée? Oui, Flo, effectivement, si tu as pu encadrer, notamment dans l'oral de PS, hein, forcément. Si tu as pu déjà mener des séances de sport, eh bien, ça sera tout à fait à valoriser, notamment pendant l'oral de PS. Et dernier point, j'y viens, c'est jamais seul tu ne resteras. Pourquoi? Parce que, en tout cas, nous, c'est un conseil qu'on donne. Le concours, la préparation au concours est compliquée, exigeante. Elle est difficile, hein, on le sait, c'est un marathon. Alors, je ne veux pas vous décourager si vous vous lancez dans les prochains jours, dans la préparation. C'est faisable d'avoir le concours, vraiment. Mais on ne veut pas vous mentir non plus. Ça va être un investissement de travail, de temps. Et du coup, c'est toujours mieux d'être accompagné, alors par une préparation, mais aussi d'être accompagné avec d'autres. En fait, être accompagné, c'est aussi pouvoir travailler, échanger avec d'autres personnes qui passent le concours également. Et du coup, pour ça, il y a des groupes Facebook. Si vous connaissez pas des gens autour de vous, dans votre entourage ou géographiquement qui passent le concours, eh bien, des groupes Facebook, vous pouvez faire des groupes de travail aussi à distance. C'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, nous, on encourage nos étudiants à faire ça. Chez Objectif CRPE, du coup, il y a un groupe de travail et une cour de récré. Ce sont des groupes qui sont réservés à nos étudiants, mais qui permettent vraiment d'échanger, ce qui permet à la fois d'avoir un esprit de promotion,
Donc là, c'est les coquelicots, c'est ceux de l'année dernière. Hein. Cette année, c'est les camélias. Donc, un esprit de promo et aussi beaucoup d'entraide. Vous allez pouvoir vraiment vous entraider, vous remotiver si nécessaire quand dans un groupe de travail, une personne est un peu moins motivé pendant une période, ça va être les autres qui vont les relever. Et puis, la semaine d'après, ça sera peut-être d'autres personnes qui seront à remotiver. Mais voilà, c'est important, je pense, d'être accompagné rien que sur la motivation. Le mental vraiment est important pendant votre préparation. C'est pour ça aussi que nous, on a des cours de méthodologie de travail, de préparation à la gestion du stress, préparation mentale, etc. Et puis, dans nos groupes de travail, vous avez aussi des professeurs qui vont pouvoir répondre à vos questions. Et donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir, quand vous avez des interrogations, d'avoir des réponses à vos questions. Et donc, pour terminer, je peux que vous conseiller de nous rejoindre, de rejoindre nos étudiants qui sont déjà inscrits de la promotion Camélia. Je vous ai déjà parlé un peu d'objectifs CRPE, de comment on marche. Donc là, il y a quelques détails sur la préparation annuelle au CRPE 2021. Donc c'est des remises à niveau, des modules de cours en live qui sont ensuite disponibles en replay, donc je l'ai déjà dit. Ça dans toutes les matières, hein, on prépare vraiment préparation complète. Des concours blancs, c'est important, vraiment l'entraînement, des euros blancs également. Et puis le fameux tutorat pour pouvoir être accompagné sur la rédaction de votre dossier pour l'épreuve de mise en situation professionnelle. Il y a une option aussi, l'option Nouvelle Chance qui va bientôt terminer. Donc si vous voulez en profiter, il va falloir faire vite pour faire corriger vos copies du CRPE 2020. Si vous avez passé le concours en 2020, on vous propose de vous faire une vidéo correction personnalisée, un bilan de vos copies, ce qui vous permettra de vous relancer dans la préparation en ayant un peu des pistes sur ce qui vous a manqué et sur les compétences que vous n'avez pas encore maîtrisées, en tout cas le jour J en 2020, et du coup sur lesquelles il va falloir travailler et peut-être mettre l'accent dès le début de la préparation cette année. Question de Delphine, des infos sur la réforme de 2022. Alors j'en ai parlé tout au début, Delphine, mais du coup, est-ce que ça aurait bien lieu cette réforme en 2022? Malheureusement, on ne sait pas encore. Donc ça reste très flou pour tout le monde, cette histoire de réforme. Et malheureusement, on sait que 2021, ça ne concernerait pas 2021. Et pour 2022, on attend des informations. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux notamment. Que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, on vous tiendra au courant des actualités liées au concours. Ça, vous pouvez en être sûr. Du coup, je regarde s'il y a d'autres questions. Demande Flo, est-ce qu'on peut nous donner des questions pièges avec les mesures Covid? Alors, c'est un risque, effectivement, et ça, des cas concrets, effectivement. En fait, les oraux, c'est une mise en situation. Et du coup, effectivement, si d'ici avril, enfin plutôt d'ici mai-juin, le coronavirus est toujours présent, je pense que ça sera le cas malheureusement, oui, il pourra y avoir des mises en situation où on vous dit il y a un cas de coronavirus, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc ça sera effectivement un peu des questions pièges malheureusement. Mais du coup, il faudra vous y préparer. Et pour ça, de notre côté, il y a nos professeurs qui vont faire des petits topos là-dessus. Il faut aussi essayer de s'informer, de lire des articles à ce sujet pour être un peu au courant des actualités, de savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Mais c'est tout à fait une possibilité, effectivement, Flo, d'avoir des questions sur la continuité pédagogique, les cas de Covid, etc. Donc les plus de notre préparation, j'en ai parlé aussi des cours pour assimiler et comprendre les programmes. On sait que ça fait peur, c'est normal, c'est un gros truc, mais on est là aussi pour vous aider à apprendre tout ça. La revue de presse, j'en ai parlé, les cours de méthodologie, j'en ai parlé aussi. Les lives hebdomadaires, le fameux rendez-vous de la prépa, toutes les semaines on se retrouve ensemble. C'est un petit rituel qui nous permet de discuter. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, donc on répond à toutes vos questions et puis on vous donne toutes les actualités liées à la prépa. Et puis le groupe Facebook aussi, j'en ai parlé.
Flo parle aussi des tremblements de terre, parce que tu vis en Guadeloupe. Oui, ça peut être, ça peut être aussi des questions que le jury là-bas peut poser. Effectivement, ça concernera moins la France métropolitaine, mais peut-être que, effectivement, à La Réunion, par exemple, on pourra aussi parler de le cas d'un volcan qui explose, par exemple. Enfin, voilà. C'est effectivement des questions qui pourront être posées, puisque dans la mise en situation, enfin, si dans la réalité c'est possible, eh bien on pourra te le poser des questions par rapport à cette réalité. Et les engagements, du coup, hein, c'est une équipe, on essaie d'être le plus disponible et réactif possible dans toutes vos questions, dans l'accompagnement. On essaie de vous suivre, hein, vraiment tout au long de l'année, de vous rebooster quand ça va pas, de vous donner des conseils de préparation, de méthodologie de travail, etc. Les enseignants aussi, hein, bien entendu, toute l'équipe est là. Tous les intervenants, c'est des personnes avec qui on travaille souvent depuis plusieurs années, qui sont des personnes compétentes, qui savent exactement les attendus du concours, et ça c'est important pour vous accompagner, pour vous aider. Les copies corrigées en vidéo, j'en ai parlé. Voilà, tout ça j'en ai parlé. Et donc, je crois qu'il y a eu quelques questions dessus, hein, sur le tarif de notre préparation. La préparation annuelle, du coup, au CRP 2021 est au tarif de 2 250 €. La préparation Nouvelle Chance, qui inclut le bilan des copies 2020, est au tarif, lui, de 2 300 €. Et sachez que, on sait que c'est des tarifs assez conséquents peut-être pour vous, mais il y a des solutions, hein, à la fois des possibilités de financement, que ce soit par le CPF. Si vous ne savez pas ce que c'est le CPF, vous pouvez aller sur mon compte formation et voir que pour laisser, en gros, pour les personnes qui ont travaillé dans le privé, en fait, vos employeurs financent chaque année une cagnotte qui vous est personnelle et qui vous permet de financer des préparations, plutôt des formations. Mais du coup, on est inclus aussi dans cette formation. Il y a aussi des facilités de paiement, hein, donc en 7 fois, je crois, en ce moment. Et puis, on a un programme égalité des chances qui permet aussi à certains étudiants d'avoir des réductions en fonction de votre situation personnelle et financière. Il faut remplir un petit dossier et on vous propose des réductions donc sur ces tarifs-là. Donc les inscriptions, faut pas hésiter à nous contacter, notre site, numéro de téléphone, et puis vous pouvez aussi prendre directement un rendez-vous avec un de nos conseillers, avec Mélina par exemple qui était là ce soir, qui a répondu à toutes vos questions. Merci à elle. Voilà, vous prenez un petit rendez-vous en fonction de vos disponibilités à vous, hein, et puis on pourra faire le point sur votre préparation, votre envie de passer le concours, et puis du coup vous expliquer aussi un peu tout sur notre préparation si vous avez encore des questions. Et puis, comme je l'ai dit, hein, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait très souvent des lives. Alors, ça peut être des lives pédagogiques, donc ça peut aussi vous aider dans votre préparation. Et puis, on vous tiendra au courant de toutes les actualités liées au concours. Surtout là, cette année, il y en aura certainement pas mal, notamment à cause de la réforme. Donc voilà, on est sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Delphine, je le tente en solo cette année, mais si je rate, je vous rejoindrai l'année prochaine. Eh bien, bon courage à toi, Delphine. C'est tout à fait possible d'avoir le concours en le préparant seul. Donc voilà, je te souhaite toute la réussite possible, Delphine, pour que tu l'aies. On espère que tu pourras l'avoir dès cette année. Nelly demande si on peut utiliser le CPF si on est dans le public. Alors oui, il existe un CPF public, mais c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Le CPF, en fait, il y a eu une réforme l'année dernière, et du coup, le CPF dans le privé, c'est assez facile de l'utiliser. C'est via une application. Vous mettez votre numéro de sécurité sociale, on vous dit combien vous avez sur votre cagnotte, et vous pouvez choisir tout de suite la préparation. Dans le public, il faut que vous demandiez en fait à votre employeur. Donc Nelly, n'hésite pas à te renseigner auprès de ton employeur pour savoir tout ça. Merci à tous, merci Delphine, Marie, Flo. J'espère que j'ai pu vous répondre à toutes vos questions déjà et vous apporter toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez peut-être prendre votre décision de préparer ce concours, et puis que vous sachiez tout aussi sur ce concours
ce concours auquel vous allez du coup vous présenter. Petit rappel donc, les inscriptions, c'est à partir du 13 octobre jusqu'au 12 novembre et il y aura d'ailleurs un live que j'animerai sur les inscriptions au CRPE 2021. Donc rendez-vous le 13 octobre prochain sur notre page Facebook toujours. Merci à vous, bonne soirée et puis à très bientôt peut-être chez Objectif CRPE.